Vous le savez sûrement, mais la version officielle de DaVinci Resolve 20 est enfin dispo. Il y a plus de 100 nouvelles fonctionnalités dessus, ce qui est incroyable. Et dans cette vidéo, je voulais surtout vous parler de 9 différents outils. C'est des outils que j'utilise personnellement quotidiennement, qui me font gagner un temps fou sur mes différents montages. Et tous ces outils dont je vais vous parler, pour moi, ils sont clairement sous-cotés. Les gens en parlent pas assez. Et je le redis, nous, ça nous fait gagner un temps fou sur nos différents montages. Petite info avant de commencer, sachez que pendant 5 jours, ma formation complète sur le logiciel DaVinci Resolve est à moins 20%. On vient de publier un module entier sur la version 20 de DaVinci. Dans ce module, on parle pas uniquement des nouveautés, mais on explique vraiment concrètement comment on se sert de tous ces différents outils, comment on intègre ça dans notre propre workflow. Certains outils sont vraiment incroyables. Si vous vous sentez pas encore tout à fait à l'aise sur le logiciel, l'été c'est vraiment la période parfaite pour se former et officiellement switcher. Et surtout l'avantage c'est que vous allez pouvoir commencer l'année en septembre en étant hyper à l'aise sur DaVinci. Moi personnellement j'ai réussi à switcher pendant l'été en me formant à fond, donc c'est vraiment la période idéale. Si ça vous intéresse, vous avez 5 jours à partir d'aujourd'hui pour accéder à la formation avec les moins 20%. Le lien est juste en dessous. Alors, le premier outil dont je voulais vous parler et que je trouve vraiment sous-coté, il se trouve juste ici. Vous savez, quand on cliquait ici avant, on avait accès à ces deux graphes qu'on retrouve ici. Et maintenant, depuis la version 20, on a accès à ce nouveau graphe qui s'appelle la déformation chroma. Alors, grâce à ce graphe, ça va être hyper pratique parce que, imaginons, là, je vous ai préparé un petit plan. Imaginons, on a juste envie de changer légèrement la couleur de la mer. On aimerait bien la rendre un petit peu plus bleue parce que là, c'est vrai qu'elle tend vers le vert. On va sélectionner déjà ce deuxième outil juste ici. On va tout simplement cliquer sur la couleur qu'on veut changer. Ici, vous avez vu, ça a créé ce petit rond sur la couleur exacte de la mer. Et je vais venir prendre la couleur et je vais venir la tendre un petit peu vers le ton que j'aimerais bien donner à la mer. Donc, en l'occurrence, peut-être la tendre un petit peu plus vers le bleu. Si je regarde le avant-après, vous voyez que là, en littéralement 2 clics, ça fonctionne parfaitement bien. Donc ça va m'éviter de devoir faire un masque autour de la mer, peut-être avec le masque magique et de venir traquer. Là, on n'a pas besoin de venir traquer parce que ça va prendre tous les tons de la mer, tous les tons verts. Si jamais vous vous rendez compte que ça sélectionne aussi d'autres tons, donc par exemple ici, je crois que ça a un peu sélectionné. Ouais, ça a même bien sélectionné le ciel, comme on peut voir. On va pouvoir cliquer sur cet outil ici pour ajouter ce qu'ils appellent un point d'ancrage. Et on va venir cliquer sur les couleurs qu'on veut tout simplement supprimer de la sélection. Donc ici, vous voyez, ça a supprimé la couleur bleue du ciel. Et maintenant, si je regarde le avant-après, ça touche plus au ciel, mais ça vient quand même changer les couleurs de la mer. Je vous montre un autre exemple avec ce plan ici. Imaginons ici, c'est vrai que les bottes et le bonnet, c'est quand même vraiment flashy. Et en seulement 2 clics, on va pouvoir sélectionner cette couleur-là et changer directement la couleur de mes bottes et du bonnet. On pourrait mettre un rose encore plus flashy. Voilà, on pourrait tout simplement juste garder un ton orange, mais peut-être le mettre moins flashy. Voilà, là ça fonctionne bien. Si je retourne sur mon premier plan, pourquoi on n'utilise pas ce premier outil? Tout simplement parce que, imaginons, je veux sélectionner la mer encore une fois. Si je viens changer le ton de la mer, vous allez voir qu'ici ça va étendre tous les tons qu'il y a au milieu de ma sélection ici. Donc en fait, toute mon image va tendre un petit peu vers le jaune. D'ailleurs, on peut voir avec les courbes que c'est en train de modifier toutes mes couleurs. C'est pour ça que moi j'utilise pas forcément ce premier outil. C'est ce qu'ils appellent le mode normal, mais personnellement, j'utilise jamais ce mode normal. Je préfère largement utiliser le mode point à point pour venir sélectionner ma couleur. Ici, vous pouvez voir que ça vient créer un cercle autour de toutes mes couleurs. Ce cercle, je vais pouvoir l'ajuster avec la plage chroma. Si je veux sélectionner une couleur très précise, je peux venir réduire la plage chroma. Donc vous voyez à quel point ça peut être rapide de faire des petits ajustements de couleurs de façon très organique. C'est ça encore l'avantage de cet outil, c'est que ça va être très organique par rapport à, par exemple, les courbes ici que je faisais avant pour changer mon Hue vs Hue ou le Hue vs Sat. Deuxième outil que je trouve sous-coté et dont je vais personnellement beaucoup me servir, c'est un nouvel outil depuis la version 20. Là, je vais venir glisser un texte plus sur mon image. Je vais écrire un texte long pour illustrer ce que je veux dire. Voilà, un texte très long. Avant, pour plus ou moins mettre en page ce texte, j'aurais pu créer des retours à la ligne manuellement pour faire tout ça. Ça prend du temps, c'est assez chronophage. Maintenant, depuis cette mise à jour, on a l'apparition d'un nouvel outil ici dans la disposition. On va pouvoir changer le type et se mettre sur Text Box. On va tout de suite cliquer sur Wrap to Text Box. Si vous n'avez pas le carré qui s'affiche automatiquement, c'est que vous n'êtes pas sur l'affichage Fusion. Donc cochez bien l'affichage Fusion juste ici. Et maintenant, on va pouvoir étirer le rectangle et
Voilà, j'ai pas trop besoin de vous expliquer ce que ça fait. On va pouvoir mettre en page pile comme on veut le texte. Ça va aller tellement plus vite. Le clip to text box, si je le sélectionne, et ben il va vraiment garder uniquement ce qu'il y a dans le rectangle. Donc là, il y a des petites flèches en haut et en bas pour montrer qu'il y a du texte qui ne va pas apparaître. Voilà, très pratique d'avoir cet outil. Et l'autre outil texte dont je vais beaucoup me servir et qui lui aussi est nouveau, c'est le multitexte. Et maintenant, je vais tout simplement pouvoir créer différents textes. Donc je pourrais tout simplement ajouter un nouveau texte. D'ailleurs, je peux créer un nouveau texte avec cette fameuse zone de texte que je vous disais à l'instant. On va pouvoir ajouter autant de texte qu'on veut et ce sera très propre sur la timeline parce que au final, on n'aura qu'un seul effet texte. Bien sûr, on pourra personnaliser les textes indépendamment les uns des autres, changer la typo, par exemple de mon texte 3. Changer la couleur, je vais pouvoir ajouter une ombre portée, ajouter un arrière-plan. On n'a pas forcément le temps d'aller vraiment dans les détails, dans les profondeurs de ces effets, mais dans ma formation DaVinci, bien sûr, on va beaucoup plus en profondeur sur comment je m'en sers et comment j'intègre ça dans mon workflow. Donc tout ça, c'était pour le texte. Troisième outil dont je voulais vous parler, que j'utilise d'ailleurs de plus en plus, c'est la carte de disparité. Ça existait déjà sur les versions précédentes, avant la version 20, et aujourd'hui, c'est vraiment un outil dont je me sers souvent. Je vais vous montrer tout de suite un exemple. Alors, cet outil va très bien marcher sur vos plans où il y a une certaine profondeur dans l'image, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un sujet au premier plan avec tout un arrière-plan, comme par exemple ce plan ici où on a cette dame au premier plan et la mer au fond. Je vais venir chercher mon effet carte de disparité que je vais glisser sur le nœud. Je clique sur afficher. Alors moi je me mets toujours en meilleure qualité, ça risque de ramer un petit peu plus mais on aura toujours de meilleurs résultats. Je vais venir cocher ajuster les niveaux de la carte et c'est ici que je vais pouvoir ajuster ce que je veux sélectionner et justement ce que je ne veux pas sélectionner. Donc moi je vais cliquer sur inverser parce que moi ce que j'aimerais sélectionner c'est tout l'arrière-plan pour peut-être faire des modifs de couleur sur l'arrière-plan uniquement. Donc tout ce qui est en noir ici ne sera pas sélectionné et vous voyez les tons grisés ici, c'est pour montrer qu'il y a une certaine progression. Tout ce qui est en noir ne sera pas du tout sélectionné et l'effet sera légèrement appliqué à tout ce qui va être gris. Une fois que vous êtes content avec la sélection, on pourrait venir cocher le post-traitement. Donc si vous regardez précisément ici, en fait ça va vraiment ajuster la sélection. Regardez le travail que ça fait sur les cheveux, c'est vraiment impressionnant. Ils arrivent littéralement à sélectionner chaque cheveu indépendamment les uns des autres. C'était pas aussi précis sur les versions d'avant. Donc maintenant je vais venir décocher, afficher et je vais pouvoir dans mon global par exemple ici changer la couleur de tout l'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir ici, si je vous montre l'avant-après, vous voyez, ça a effectué des modifs sur tout l'arrière-plan et ça ne touche pas du tout au premier plan. Si je vous prends un autre plan, je glisse ma carte de disparité, j'ajuste ma sélection. Alors, je me mets bien sur inversé parce que, encore une fois, c'est le fond que je vais vouloir changer un petit peu. Donc voilà, là, on voit bien tous les niveaux de gris. Il y a différentes intensités pour montrer que tout ne sera pas sélectionné à la même puissance. C'est ça qui est vraiment fou avec cet outil. Je clique sur post-traitement. Je vais ajuster un petit peu encore plus parce que je ne veux pas du tout sélectionner le sujet. Et peut-être que là, on se dirait qu'on veut assombrir le fond pour orienter le regard vers le sujet. Donc je pourrais prendre mon exposition et venir baisser légèrement l'exposition. Si je regarde mon avant-après, vous voyez que c'est quand même ultra propre. Alors je vous le dis tout de suite, en plus je me suis mis sur meilleure qualité, ça va ramer, ça va faire ramer votre logiciel. Alors c'est mieux sur cette nouvelle version 20 que sur les précédentes, mais si je vous montre, voilà, là on est sur du 9-10 images par seconde, donc c'est vrai que ça va faire ramer un petit peu votre logiciel. Ça demande beaucoup de ressources. Si je retourne sur mon image ici, on est quoi ? Ouais, pareil, on est sur du entre 6 et 10 images par seconde. Et si je me mets en rapide, on est sur du 15 images par seconde à peu près, donc c'est quand même mieux. Donc voilà, pendant que vous faites votre montage, je vous recommande de désactiver le nœud avec pomme D. Faites tout votre montage et après vous réactivez votre nœud. Vous pouvez le faire ici aussi si besoin. L'avantage d'utiliser la carte de disparité plutôt que par exemple un masque magique, c'est que vous aurez moins de délimitation. Il y aura une certaine fluidité dans l'image. Ce sera beaucoup plus agréable pour faire des ajustements de luminance, de couleur, etc. On aura moins ces contours qui sont vraiment bruts. Prochain outil dont je voulais vous parler, alors ça c'est pas une nouveauté de la version 20, mais c'est un outil qui est clairement sous-coté. Il est sur le logiciel depuis la version 19 il me semble. Ça se situe dans le Color Slice. C'est quelque chose que j'utilise à chaque fois que je monte une vidéo YouTube. Ça va être pour modifier les tons de peau des gens. C'est hyper important d'avoir des tons de peau qui sont réalistes. Parfois ça prend vraiment longtemps pour sélectionner parfaitement la peau, faire des ajustements là-dessus pour que ça paraisse réaliste. Bah, ici on a un outil qui s'appelle Peau. Alors vous le connaissez sûrement déjà, mais je suis prêt à parier que vous l'utilisez pas beaucoup. Moi j'étais le premier à ne pas m'en servir, mais honnêtement c'est incroyablement puissant. Regardez, si je veux juste effectuer des modifs sur la peau de mes deux personnages, je prends ma courbe de densité et regardez, j'ai fait aucune sélection. C'est juste que ça détecte quels sont les tons de peau que je vais ajuster et voilà, je peux faire mes ajustements. Je vais faire pareil avec la saturation. C'est tellement un gros gain de temps par rapport à
encore une fois prendre le masque magique, faire ma sélection, traquer, faire des ajustements. Si vous voulez faire ça ultra proprement et de façon réaliste, vous pouvez faire une sélection avec le masque magique, sélectionner la peau, activer votre vector scope et vous assurer que tout est bien aligné avec l'indicateur des tons de peau. S'il n'est pas activé, je le rappelle, ça se situe ici, indicateur couleur de peau. Mais je vous avoue que je fais rarement tout ça, sauf si c'est un projet de pub ou quelque chose où il faut vraiment que mes tons de peau soient réalistes. Quand je fais des vidéos YouTube, j'ai tendance à juste prendre ma densité et ma saturation et faire en sorte que ça paraisse réaliste. On continue avec une autre nouveauté de la version 20. Initialement, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit que c'était pas forcément pour moi. Et au final, je vais vous montrer pourquoi ça peut être intéressant de s'en servir. C'est le fait de pouvoir décomposer un fichier Photoshop directement dans DaVinci. Donc je viens de télécharger un mock-up juste ici que j'ai téléchargé sur Motion Array, donc un fichier PSD. Si je fais un clic droit dessus et je fais scinder les calques PSD à l'emplacement d'origine, vous pouvez voir qu'ici ça va décomposer tous mes calques. Donc ça, c'est tous les calques qu'on retrouve dans Photoshop pour créer cette image. Donc si je veux intégrer une de mes propres images là-dedans, je pourrais tout simplement glisser une photo et remplacer le calque. Donc en l'occurrence celui-là, j'ai importé ma photo. Je vais venir directement dans Rogner, c'était déjà sélectionné. Je vais le faire grossièrement pour l'exemple, mais il faudrait être plus précis si on faisait ça pour un vrai cas réel. Et voilà le résultat que j'ai. Donc pourquoi c'est incroyable? Parce que tout simplement ici, vous pouvez voir qu'on a les ombres des plantes qui sont directement sur mon affiche. Au final, vu que j'ai pu mettre cette photo dans un des calques et qu'il y a d'autres calques par-dessus, là on a quelque chose de vraiment réaliste et encore une fois j'ai réussi à faire ça en littéralement quelques secondes. Donc ça, vous allez me dire, c'est une photo, ça va pas bouger dans le temps. Donc là, si je mets play, il n'y a rien qui bouge. Je pourrais tout simplement tout resélectionner. Je fais pomme P pour créer un nouveau plan composé. Peut-être rajouter l'effet mouvement de caméra. Et je pourrais pourquoi pas aussi rajouter un petit zoom, parce que ça donne. Et voilà le résultat. Si jamais vous voulez faire la promotion de quelque chose, je sais pas, mettre le logo de votre client ou intégrer ça vraiment dans une belle compo, cet outil est fait pour ça et honnêtement, moi je pense m'en servir sur pas mal de mes différents futurs projets. Encore une fois, pour trouver tous ces différents mock-ups, Motion Array est très cool pour ça, mais il existe aussi plein d'autres sites. On enchaîne direct avec le prochain effet. Alors cet effet-là, je m'en sers littéralement tout le temps. C'est pas un nouvel effet, mais par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'il est accessible depuis la page montage. Avant, il était uniquement dispo sur la page cut. Cet effet s'appelle la bande source. Donc si je clique sur un de mes chutiers, ici j'ai je sais pas, une vingtaine de différents rushs. Pour venir dérusher tous ces rushs, la bande source, c'est mon outil préféré. Donc je clique sur le chutier et je vais venir cliquer sur ce petit symbole bande source. Et ici, vous allez voir, ça va mettre bout à bout tous vos différents rushs et ces rushs là seront divisés par toutes ces bandes blanches. Donc c'est pour dire qu'on passe au plan d'après. Alors comment je me sers de cet outil? Tout simplement, par exemple en sélectionnant la meilleure partie de chaque rush, je vais faire I pour mon point d'entrée, O, et je vais pouvoir tout simplement glisser ça sur ma timeline. Alors c'est une façon hyper rapide de pouvoir dérusher. J'adore cet outil, je vais pas aller plus dans les détails que ça, mais sachez qu'il est enfin dispo dans la page montage, c'était pas le cas avant, donc ça j'en suis vraiment content parce que moi le premier je me sers pas forcément beaucoup de la page cut, voire pas du tout. Un autre outil dont je voulais vous parler, je trouve qu'il est sous-coté parce que j'entends pas grand monde en parler, et pourtant vous devriez vraiment vous en servir, surtout si vous bossez à plusieurs sur des projets, c'est le Blackmagic Cloud. Alors faut savoir que parfois c'est moi qui monte mes propres vidéos YouTube, mais très souvent c'est Loïs qui va les monter, et Loïs il est pas forcément tout le temps avec moi. Souvent je pars en déplacement, j'ai besoin de du coup lui envoyer tous mes rushs pour qu'il puisse commencer le montage à distance. Le Blackmagic Cloud est incroyable pour ça. Au lieu de lui envoyer tous mes rushs par WeTransfer ou Swiss Transfer, que ça prenne des heures parce que souvent j'ai plusieurs dizaines de gigas, voire plusieurs centaines. Le gros avantage du Blackmagic Cloud, c'est que je vais pouvoir créer un projet DaVinci, importer tous mes rushs dedans, et Loïs va pouvoir ouvrir tout ça à distance et commencer le montage. Je vous montre rapidement comment ça marche. Imaginons, j'ai fait mon tournage, j'ai tous mes rushs, je crée du coup un nouveau projet DaVinci, j'importe tous mes rushs que je mets bien dans différents chutiers ici, je peux même importer ma musique si j'ai déjà trouvé. Tout est propre, maintenant je vais pouvoir aller dans mon gestionnaire de projet, je vais faire CTRL-C sur le projet en question, et je vais tout simplement aller dans le cloud. En temps normal, on travaille en local quand on est sur son ordi. Ici, on va aller dans le cloud et ça va ouvrir tout un nouveau gestionnaire de projet. Voilà. Et ici, donc là, on retrouve tous les projets sur lesquels on bosse en collaboration, du coup, qu'on peut ouvrir tous les deux à distance. Et je vais faire pomme V juste ici. Donc là, on va pouvoir choisir si on veut synchroniser uniquement les proxys ou si on veut synchroniser les proxys et les originaux. Alors moi, quand j'ai des projets qui sont très lourds, quand j'ai plusieurs dizaines de gigas de rush, généralement, je synchronise uniquement les proxys. Ça veut dire que Loïs pourra faire le montage de cette vidéo uniquement avec les proxys et c'est moi qui pourrais exporter la vidéo finale une fois que Loïs a fait tout son taf. Généralement, nous, on préfère travailler comme ça parce que ça
peut prendre du temps pour synchroniser les fichiers originaux. Donc je colle mon projet. Me voici sur un projet dans le cloud. Alors l'interface est presque similaire. Il y a juste ce nouveau petit bouton ici qui fait son apparition. Donc là on peut voir que c'est en train de déjà synchroniser tous mes différents plans. Donc là c'est en train de créer des fichiers proxy et les mettre directement dans le cloud. Donc, ce qu'il y a d'incroyable, c'est qu'on va pouvoir faire des ajustements tous les deux en même temps, même en étant à distance. Donc Loïs pourrait par exemple faire des modifications sur la page de montage et moi je pourrais être dans l'onglet étalonnage en train d'étalonner en même temps. Il y a un petit bouton ici pour pouvoir discuter entre nous. Donc vraiment ce cloud c'est une pépite, surtout si vous travaillez avec des monteurs ou si vous bossez à plusieurs sur des projets. Chose à savoir c'est qu'il va falloir vous créer un compte sur le Blackmagic Cloud. Je vous mets le lien juste en dessous si jamais vous voulez créer un compte, c'est totalement gratuit. Vous aurez accès à cette interface et ici vous allez pouvoir choisir le stockage que vous voulez. Donc perso je suis parti sur 500 Go parce que je pense que j'irai rarement au-dessus et surtout une fois qu'un projet est fini, je le supprime et je passe à la suite. Vous pouvez très bien essayer tout ça gratuitement, vous aurez uniquement 2 Go de stockage, ce qui peut faire déjà le boulot. Mais voilà, si vous voulez passer sur du 500 Go comme moi, ça va vous coûter, bon là c'est marqué 7,50 €, mais il y a la taxe dessus, donc c'est à peu près 9 € par mois. Et franchement, c'est un outil qui vaut vraiment le coup d'essayer. Honnêtement, c'est vraiment au point. Donc ça, c'était pour le Blackmagic Cloud. C'est vrai que c'est un outil qui est pas forcément ultra facile à comprendre. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si ça vous intéresse que je fasse toute une vidéo dédiée pour vous montrer comment ça marche, vous montrer comment nous on s'en sert au quotidien de façon pratique. Je pense que ça pourrait être intéressant de parler de tout ça. Depuis la version 20, ils ont ajouté aussi une nouvelle fonctionnalité qui est toute bête mais qui fait vraiment une différence, c'est la possibilité de pouvoir supprimer automatiquement les caches. Ça c'est incroyable parce que les caches sont des fichiers que le logiciel va stocker pendant très longtemps et ça prend énormément de place sur l'ordi. Moi le premier, mon Mac était complètement saturé il y a quelques jours. C'est des fichiers qui servent vraiment à rien et qui s'accumulent sur votre ordi. Donc si vous allez tout en haut à gauche dans DaVinci Resolve Préférences, on va aller dans Utilisateur et ici dans la gestion des caches, vous avez ce nouveau petit bouton supprimer automatiquement les fichiers de cache de plus de... Et moi j'ai mis 30 jours. Par défaut ce sera supprimé. Dès que vous allez cocher ça, vous allez voir ça va libérer tout un tas de place sur votre ordi. Moi ça a été ouf, je crois que ça m'a supprimé 200 Go, quelque chose comme ça, mais un truc astronomique. Je vais pas m'attarder plus sur ce point, mais faites-le, vous allez voir, ça va être ultra satisfaisant pour vous. Et enfin, un dernier outil, on est déjà au 9e. Le temps passe vite quand on est... c'est tout simplement le Music Beats. Alors le Music Beats c'est un outil qui est connu, les gens s'en servent. Pour moi il n'est pas forcément classé comme sous-côté, mais par contre les gens s'en servent pas forcément à bon escient. J'ai importé une musique dans ma timeline, je vais faire clic droit dessus et afficher Music Beats. Donc jusqu'à là rien de nouveau sous le soleil, vous allez voir ça va créer des lignes blanches sur chacun des rythmes de la musique. Ce qu'il y a de très cool avec ce rythme et la façon dont tout le monde s'en sert, c'est que en fait ça va créer des aimants pour pouvoir faire du montage directement sur votre musique. Donc ça c'est vraiment bien pour tout simplement faire en sorte que votre plan commence directement sur le rythme de la musique. Donc ça c'est vraiment chouette. Mais moi en gros, la façon dont je me sers de cet outil là, c'est pour remixer de façon manuelle ma musique. Alors je sais qu'il y a un nouvel outil pour ça dans l'inspecteur. On a l'AI Music Editor qui va vous permettre de pouvoir rallonger ou raccourcir une musique de façon automatique. En fait c'est l'IA qui va le faire pour vous. Le problème de ça, c'est que vous n'allez pas pouvoir forcément choisir la partie de la musique que vous voulez enlever, celle que vous voulez rajouter. Je sais que j'accorde beaucoup d'importance à la musique sur mes vidéos, j'aime bien que ce soit vraiment comme je l'imagine. Donc je fais pas tout le temps confiance à ce Music Editor, même si je sais qu'il nous propose à chaque fois 4 différentes versions. Moi j'aime bien quand même modifier mes musiques et les raccourcir ou les rallonger manuellement. Imaginons je vais la couper à ce moment-là. Ici, je me mets sur le cut, je vais couper. Je pourrais aussi couper à cet endroit-là, je pense que ce serait cohérent. Et voilà, j'ai pas besoin de venir zoomer ultra précisément sur la timeline pour couper pile poil au bon moment. Si je raccorde... Voilà, c'est propre, le rythme est exactement le même, on n'a pas de cut qui est vraiment brut. Donc là où avant, encore une fois, je passais longtemps à venir zoomer pile poil au bon endroit pour faire mon cut, là, avec cette détection des music beats, je peux faire ça de façon beaucoup plus simple. Voilà pour les 9 outils dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je suis hyper curieux de savoir si vous, il y a d'autres outils que vous utilisez au quotidien. N'hésitez pas à nous partager ça dans les commentaires parce que c'est toujours trop intéressant d'apprendre de nouvelles façons de faire, des nouveaux outils. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu nous aide beaucoup. On discute avec grand plaisir dans les commentaires. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo les potes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.